Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour notre tout dernier numéro d'Univers. Nous l'avons consacré pour cela à un thème que nous avons très peu abordé durant toutes nos émissions. Il s'agit du tourisme durable ou du tourisme vert, l'écotourisme plus général. À travers nos émissions, nous aurons compris que le développement durable dans son ensemble, l'économie verte ou encore les énergies renouvelables sont les défis de demain. Elles sont intégrées dans toutes les politiques aujourd'hui. Le tourisme n'est pas en reste. Nous allons d'ailleurs en parler ce soir du tourisme durable en Algérie. Dès lors, travailler écolo, penser écolo et vivre écolo devient une nécessité. Est-ce possible ici dans notre pays? C'est ce que nous allons essayer de voir. Bien que le secteur touristique en Algérie doit encore être développé, a-t-on pensé dès maintenant à conjuguer avec la nature ou pas? Ce sera le débat de ce soir avec notre invité principal, le secrétaire d'État auprès du ministre du Tourisme et de l'Artisanat chargé du tourisme, Mohamed Amin Hadj Saïd. Mais auparavant, je vous propose d'aller à l'ouest du pays, à Ain Timouchent, une petite ville côtière qui mériterait que l'on s'y attarde un peu plus pour découvrir son tourisme balnéaire. Avec Saïda Mayouf, on revient tout de suite après pour le débat. La plage de Rechgoun, dans la merveilleuse ville de Benissaf, dispose de tous les atouts afin de séduire ses visiteurs. Lieu de villégiature par excellence, elle charme également par le grand rocher protecteur de la mer et de ceux qui la prennent. Si elle est belle par ses paysages féeriques, elle l'est également par son histoire riche et glorieuse. L'île de Rechgoun est passée par trois grands moments de son histoire qui a apporté, si vous voulez, trois noms successifs. C'était l'île d'Akra. Akra vient de Akarra ou Akarro, ça veut dire cap ou tête, de son nom berbère. Ceci prouve l'identification berbère de la région. Ensuite, à l'ère espagnole, les Espagnols l'ont appelé Archgoul avec un L à la fin. Et bien sûr, par déformation, on a appelé Rechgoun, que l'on indique. Parmi les Rechgoun se situe à 8 km de la ville de Benissaf, qui est un point parmi les 82 km de plage de la wilaya d'Ain Timouchent. Bien évidemment, la plage a son côté, plutôt l'endroit, a son côté historique beaucoup plus important que d'autres sites historiques de la wilaya, par le simple fait qu'il a représenté le royaume de Sifax, qui date de 365 avant Jésus-Christ, qui a été découvert par le psychologue, par le navigateur grec Pseudoskylax. Et que serait Rechgoun sans l'empreinte indélébile de la civilisation de Siga, royaume de Sifax? Raison supplémentaire pour essayer au mieux de préserver ce joyau, une préservation qui trouve tout son sens dans l'écotourisme. Nos clients sont d'abord des gens de grandes villes. Et puis, ils sont curieux de connaître l'environnement et la situation écologique de l'établissement et de tout ce qui l'entoure. Donc, ils sont sensibilisés d'abord eux-mêmes. Et puis là, on est toujours aussi derrière eux pour compléter ce qui manque à sauvegarder et entretenir le reste de notre environnement correctement. Pour l'hygiène et la propreté sur les plages, la région de Benissaf prévoit une vaste campagne de sensibilisation auprès des citoyens. On a aussi tout un programme en parallèle et durant toute la saison estivale pour faire participer l'estivant ou bien le citoyen à se prendre en charge en matière d'hygiène, en matière d'environnement. Par exemple, on prévoit cette année de faire des dépliants. Ces dépliants sont consacrés ou bien sont un moyen de sensibilisation afin que l'estivant se prend en charge en matière d'hygiène et de lui faire montrer que nous sommes des citoyens algériens qui nécessitent de notre part de faire preuve de civisme en matière d'environnement. L'environnement qui est la question de tout le monde, soit en été ou dans les autres saisons.
ils ramènent toujours les sachets quand on mange quelque chose ou bien il reste toujours quelque chose derrière nous, on la prend. Il y a des poubelles partout, c'est magnifique. Prônant le tourisme balnéaire comme vocation essentielle, les plages de Ain Timouchent ne désemplissent pas pendant l'été le long des 80 km de littoral où sable et mer, montagnes et forêts offrent aux visiteurs des vues imprenables, une fresque naturelle aux couleurs nuancées. Pour cette année, pratiquement toutes les dispositions sont prises. Pratiquement, nous avons commencé par l'entretien et la mise à la disposition de cet espace pratiquement pittoresque à la disposition des visiteurs de la wilaya de Ain Timouchent qui viennent des 4 pays de l'Algérie. Et nous avons pratiquement un grand nombre de nos concitoyens installés à l'étranger qui viennent visiter la wilaya de Ain Timouchent. Bon, pour les années précédentes, pratiquement, nous avons reçu quelque chose comme un nombre qui dépasse les 7 500 000 estivants dans l'année 2012 et 7 300 000 dans l'année 2011. Et on souhaite recevoir cette année pratiquement le même chiffre ou un chiffre un peu plus élevé qu'aux années précédentes. Madrid, une autre plage de Benissaf qui rappelle par son nom qu'entre les deux rives, la Méditerranée est le berceau de rapprochement des civilisations. Bouzedjab, Targa ou encore Sbiat et Sassel sont autant de sites aussi bien attrayants les uns que les autres qui méritent un grand respect et une attention toute particulière. Eh bien voilà, aujourd'hui, nous parlons d'écotourisme. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup pour cette très belle émission. Et oui, aujourd'hui, les modes ont changé. On parle du tourisme des amateurs de la nature, de cet écotourisme. Aujourd'hui, peut-on dire que cette notion de la protection de l'environnement est intégrée dans la stratégie politique de votre secteur? Merci beaucoup. Bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Il faut que je vous dise que les tendances mondiales sur le plan touristique sont en train de changer. Il y a un retour très explicite vers la nature. Oui. Et donc, de nos jours, nous n'avons pas le choix que de nous intégrer dans cette dynamique mondiale, à savoir développer un tourisme qui serait bénéfique aussi bien aux populations locales, mais qui n'altérerait pas donc les écosystèmes qu'il utilise pour justement développer des produits ou pour fabriquer des produits touristiques. Alors, au niveau du gouvernement algérien, nous sommes très conscients donc de l'importance, de la rareté aussi du foncier touristique. Nous sommes conscients que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable et par conséquent, nous misons sur un tourisme durable, un tourisme qui serait donc bénéfique aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures. Alors on peut dire aujourd'hui que dans le tourisme en Algérie, beaucoup de choses restent à faire. Il faudrait peut-être commencer dès maintenant à penser, à voir à long terme, on va dire, en pensant à intégrer donc cet écotourisme dans les infrastructures notamment. Aujourd'hui, c'est le problème qu'on pose. On trouve le littoral un petit peu rongé par ces habitations construites en béton, qui aussi donnent une image un petit peu négative pour le touriste. Est-ce qu'aujourd'hui on pense à aller vers d'autres matériaux et à prendre en compte la construction des infrastructures? On ne le pense pas, on l'exige. Oui. On l'exige. Je vais vous donner quelques chiffres. En Algérie, nous avons 205 zones d'expansion touristique qui représentent quelque chose comme 54 000 hectares. Maintenant, il faut savoir que les normes d'urbanisme et de construction exigent de ne pas dépasser les 25% donc de la superficie totale en matière de construction. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, nous n'allons pas avoir plus de 13 000 hectares entre les mains. Alors, 13 000 hectares, c'est pas beaucoup. Il faut que l'on se le dise, il faut que tout le monde en soit conscient. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Nous avons cette lourde responsabilité donc de développer des investissements touristiques, mais des investissements touristiques qui n'hypothéqueraient pas l'avenir touristique des générations futures, des investissements touristiques qui s'inspireraient donc de modèles épousant une architecture réversible, une architecture qui
qui embrasserait, qui épouserait donc la nature, qui utilise aussi la diversité naturelle pour fabriquer des produits touristiques, mais qui n'altérerait ni les écosystèmes naturels, ni les populations locales. Il faut savoir d'abord que qu'est-ce que le tourisme écologique déjà? Le tourisme écologique est un voyage responsable à destination d'environnements naturels, mais qui n'altérerait, comme je l'ai dit, pas les ressources naturelles, mais aussi le bien-être des populations locales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type de tourisme est le secteur qui connaît le taux le plus élevé en matière de développement au niveau mondial. Il faut savoir que c'est un type de tourisme qui intègre aussi une dimension éthique et éco-citoyenne, à l'inverse, il faut le dire avec beaucoup de franchise, à l'inverse du tourisme de masse qui dégrade les systèmes naturels, qui dégradent les écosystèmes et qui dégradent les milieux naturels. Alors vous dites aller vers un tourisme écotouristique qui protège nos ressources naturelles, peut-être éviter le tourisme de masse. Peut-on se le permettre aujourd'hui en Algérie? Bien sûr, on peut se le permettre parce que justement, le message que j'ai voulu véhiculer, c'est qu'en Algérie, nous avons la chance de n'avoir encore pas vraiment altéré notre écosystème. En dépit de ce que vous avez dit, il est vrai qu'il y a ça et là quelques projets touristiques au niveau de la côte où le tout béton a été utilisé à outrance. Bon, c'est des projets qui remontent aux années 90, voire même aux années 70. Mais aujourd'hui aussi, ça continue à être construit. On peut prendre des exemples à Tolk, Fouka. On voit des bâtiments, enfin pratiquement des bâtiments. Ce n'est plus des maisons qui sont construites aussi près du littoral et qui contribuent aussi à l'érosion des plages, qui altèrent grandement l'environnement aujourd'hui. Alors, peut-on revenir en arrière et reconstruire ces sites-là? Non, c'est trop tard. Ah non, non, il faut savoir que justement, et c'est tout le défi que nous sommes appelés à relever. Ah non, justement, l'utilisation du tout béton est irréversible. Et c'est le message que nous adressons ça et là à l'occasion de nos visites sur terrain. Nous n'avons raté aucune occasion pour rappeler à tous les opérateurs, y compris les autorités locales, à tous ceux qui gravitent autour du fait touristique, qui est un fait transversal, comme on l'avait dit en off. Nous n'avons jamais raté une occasion pour leur dire que le tout béton est irréversible et qu'il y a lieu de réorienter notre vision d'investissement en utilisant des matériaux amis de la nature, tout simplement ce qui s'appelle, ça et là, une architecture réversible qui me donne à tout moment la possibilité de faire marche arrière, d'enlever et de refaire. Alors, je vous citerai à titre d'exemple le bois. Le bois au niveau du littoral, au niveau du climatique, au niveau de nos sites de montagne. C'est le matériau par excellence qu'on retrouve aussi dans le monde entier. Absolument. Quand il s'agit de littoral. Ou alors, à défaut de bois, on peut toujours utiliser le panneau sandwich, qui existe ça et là. Bon, ce n'est pas un matériau noble, certes, mais c'est un matériau réversible. On peut utiliser aussi, pendant la saison estivale, la toile, les terrains de camping d'excellence. C'est une forme d'hébergement extraordinaire. Maintenant, on parle, au niveau mondial, on parle d'éco-hébergement. On parle d'éco-auberge de jeunes. On parle d'éco-hôtel. On parle d'éco-village, on parle d'éco-gîte. Et tenez-vous bien, on parle d'éco-camping, mais aussi de... Il y a une nouvelle donne. Le glamping, c'est quoi le glamping? Le glamping, c'est une forme de camping de luxe. Ce sont ces touristes qui veulent bien faire de l'écotourisme, mais qui ont du mal à se débarrasser de leurs besoins de luxe. Alors, c'est des campings où on intègre un habitat à l'intérieur où le luxe se marie sans trop de dégâts avec la nature. Donc, vous comprenez qu'au niveau mondial, nous sommes en train de revenir vers l'écotourisme. L'Algérie a la chance de n'avoir encore pas commencé. Nous sommes en train de construire notre parc hôtelier. Sachez qu'au moment où je vous parle, le SDAT parle de 75 000 lits à l'horizon 2015. Alors, étant donné que nous sommes une destination en voie de construction, autant nous insérer dans donc la logique, la dynamique mondiale, autant aller vers le tourisme écologique, vers l'investissement écologique, allons vers l'hébergement écologique, allons vers l'éco-citoyenneté. Et je vous assure que l'Algérie est le paradis de l'écotourisme, à charge pour nous donc de savoir orienter les uns et les autres. Je vous réitère que chez nous, nous avons pratiquement des sites qui sont encore vierges. Oui, encore vierges. Mais c'est ce que recherche aujourd'hui le tourisme. Hein. Parce que cette nature à l'état vierge. Absolument, parce qu'aujourd'hui, vous me tendez une perche et
bien sûr, je saute dessus. Parce qu'aujourd'hui, cette notion de luxe est en train de changer. Le luxe aujourd'hui ne se vit plus de la même façon. Le luxe aujourd'hui, ce ne sont plus les casinos, les buildings, les gratte-ciels. Non. Le luxe aujourd'hui, c'est les éco-gîtes, c'est les bungalows, c'est les chalets. Un minimum de confort. Oui, bien sûr. Voilà. Non, parce que vous savez, madame, le touriste contemporain, en fait, c'est un touriste qui habite des villes, donc qui habite des sites urbains. Et il est blasé par l'urbain, il est blasé par le luxe, l'artificiel. Donc ce qu'il recherche, en fait, c'est le dépaysement. Je veux dire, sans citer de nationalité, un touriste qui va venir, par exemple, à Ouargla ou à Tismsilt ou à Mila, je cite des wilayas comme ça, c'est pour vivre comme vivrait un habitant d'Ouargla, c'est pour manger ce que mangerait un habitant d'Ouargla. La culture locale. N'est-ce pas? Donc si nous allons copier des modèles touristiques qui ont été utilisés ça et là. Finalement, nous allons dépersonnaliser notre destination. Nous voulons donner à la destination Algérie une identité, une âme. Nous voulons que ce soit une identité, une destination qui soit authentique. Et c'est ce que recherche aujourd'hui le touriste contemporain. Alors aujourd'hui, on l'a compris, donc les tendances ont complètement changé. Ce qu'on recherche, c'est vraiment s'imprégner de cette culture locale, des traditions locales. Vous parlez d'éco-hébergement, d'éco-camping. On a l'impression que quand on dit éco, c'est peut-être moins d'investissement que les grands parcs hôteliers ou finalement non, ça nécessite autant d'investissement et de moyens de financement. Bien sûr, un éco-investissement est un investissement qui minimise son empreinte écologique. C'est-à-dire que c'est un investissement où l'impact sur l'environnement est minime. Alors, c'est quoi un éco-investissement? Un éco-investissement est un investissement qui utilise des matériaux amis de la nature. On en parlera si vous voulez. On verra peut-être des images tout à l'heure. Ensuite, un éco-investissement est un investissement qui utilise par exemple l'énergie renouvelable. Donc les panneaux solaires, le photovoltaïque. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, le photovoltaïque. J'ai eu l'immense plaisir de remarquer au cours de mes visites, je peux citer comme ça une wilaya, Mostaganem, où il y a des investisseurs qui sont en train d'utiliser comment on appelle ça, qui chauffe l'eau à l'énergie solaire. Voilà. C'est de très bon augure. Je vous assure que c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Les Andalous aussi. Je ne sais pas si nous avons les images en régie ou si nous pouvons les intégrer. Les Andalous à Oran aussi est en train de s'initier. Ils seront pris tout à l'heure, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Alors pour revenir donc justement à cet écotourisme, à cette découverte des régions locales, aujourd'hui l'écotourisme ce n'est peut-être pas le tourisme de masse, c'est-à-dire que on cherche peut-être à passer des week-ends dans des parcs naturels, on cherche à essayer de visiter des sites naturels, mais pour ça il faudrait faudrait peut-être intégrer les populations locales, qu'il y ait des auberges dans ces régions-là, que les populations ouvrent peut-être, qu'ils créent des maisons d'hôtes, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Où les accueillir? Quand vous parlez du désert, je pense que c'est un tourisme à part. Absolument. Il faudrait peut-être intégrer une autre stratégie à ce niveau-là, que ce soit au niveau des infrastructures, qui sont complètement différentes de celles qui sont au niveau du littoral. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, on prend en charge cela? Parce que je sais qu'à Béchar, par exemple, à côté d'un qsar, on construit en béton. Ce qui peut complètement dégrader le site. Ça ne peut pas dégrader, ça dégrade le site. Effectivement, construire en béton à territe est quelque chose de contre-nature. C'est quelque chose qui va carrément défigurer et altérer le site. Et c'est contre cela justement que nous luttons. Quand on parle d'écotourisme, il y a une donne que nous devons intégrer, c'est le tourisme rural, c'est l'agrotourisme. Parce que l'écotourisme, c'est aussi l'agrotourisme. Alors, nous avons un projet donc, avec le ministère de l'Agriculture et du monde et du développement rural de réaliser des gîtes ruraux justement, d'utiliser à titre d'exemple ce programme de logements ruraux en vue de sensibiliser les populations rurales dans le cadre du PPDRI à aller vers l'activité touristique, et ça sera vraiment quelque chose d'extrêmement tentant pour le touriste local, notamment pour la famille algérienne, que d'avoir la latitude d'aller par exemple passer des week-ends au niveau des fermes, au niveau des sites ruraux, et donc d'utiliser la gastronomie locale, la cuisine du terroir. Donc tout cela est... Ça a des retombées économiques aussi pour la région, qui pourrait la développer. Et ça nous permettra de réaliser le programme du gouvernement qui consiste à produire de l'activité touristique à longueur d'année. Et donc d'éviter la saisonnalité. Voilà. Alors, le secteur du tourisme aujourd'hui est multisectoriel parce qu'il doit prendre en charge de nombreux secteurs. Alors, vous dites qu'il faut aujourd'hui peut-être investir dans le tourisme, dans les hébergements, les maisons d'hôtes. Il faudrait aussi
Pensez au transport, pensez aux travaux publics, aux routes, pensez à créer aussi des activités. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à travailler avec tous les autres secteurs, à créer cette synergie? Merci beaucoup. C'est une question extrêmement pertinente et qui verse pleinement dans le schéma directeur d'aménagement touristique, donc approuvé par le gouvernement algérien en 2008, en exécution du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui vise justement de faire du tourisme une industrie qui digne de ce nom, créatrice de richesses et d'emplois. Et sachez que ce schéma directeur s'articule autour de 5 dynamiques, dont l'intersectorialité. Alors, est-ce qu'on peut imaginer le développement de l'activité touristique sans les routes? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'aime toujours utiliser cet adage des travaux publics qui dit que la route du développement passe par le développement de la route. Oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer de développer l'activité touristique sans le transport? Impossible. Sans l'environnement, impossible. Sans l'énergie, justement, sans l'hydraulique, sans l'environnement, sans la culture, sans l'éducation. Donc tous les secteurs, je dis bien tous les secteurs, participent au développement du secteur touristique, qui est un secteur transversal, qui a besoin de tous les secteurs dits verticaux pour se développer, mais qui, lorsqu'il se sera développé, va entraîner dans son sillage tous les autres secteurs. Alors, nous accordons une importance particulière à cette dynamique. Nous coordonnons magnifiquement avec les autres secteurs et nous profitons, donc bien sûr, nous sommes le premier secteur à profiter du développement il faut le reconnaître, prodigieux en Algérie. Regardez l'état de nos routes et de nos autoroutes. Regardez l'état de nos ressources hydriques. Maintenant, je vous cite à titre d'exemple et avec beaucoup de fierté la liaison entre Ain Salah et Tamanrasset sur plus de 750 km en eau potable. Je vous citerai aussi les efforts grandioses qui sont en train de se faire sur le plan par rapport au transport, par rapport à l'énergie. Donc, pour vous dire que le secteur... Mais est-ce qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques sont appelés à respecter toutes ces charges-là? Est-ce qu'il y a un cahier des charges assez rigoureux où il y a des contraintes qui leur sont imposées? Nous sommes dessus. Nous planchons sur cette histoire de cahier des charges justement par rapport aux investissements. Oui. Bien sûr que nous sommes en train de réfléchir à intégrer au niveau des cahiers des charges pour les futurs investisseurs certains points, certaines clauses les obligeant donc à respecter l'environnement, à faire preuve d'éco-citoyenneté, d'éco-investissement, d'éco-hébergement. Et comment? Puisque je vous dis que la priorité maintenant, c'est de développer durable. C'est très important parce que comme dirait l'autre, nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres ou de nos aïeux, nous l'empruntons à nos enfants. Et nous avons la très lourde tâche donc de restituer à nos enfants cette terre en bonne et due forme. Bien sûr, et de nous inscrire dans une optique de développement durable, bien sûr. Alors avant de passer au deuxième sujet, puisqu'on parlait tout à l'heure des zones touristiques, est-ce qu'aujourd'hui il y a eu un zonage? C'est-à-dire est-ce qu'on a répertorié les zones les moins vulnérables pour peut-être y orienter le flux touristique ou essayer de préserver les sites les plus vulnérables? Bien sûr. Vous savez, le gouvernement algérien a une priorité. Et cette priorité consiste à ne pas concentrer l'activité touristique sur une zone. Parce que là, on va dépasser les capacités de charge de cette zone et on va donc altérer l'écosystème. C'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement pour nous. Oui, mais c'est pour cela que je vous dis que nous sommes en train de réaliser ce qu'on appelle l'effet de résilience. C'est quoi l'effet de résilience? C'est injecter de l'activité touristique sur tout le territoire national. Comme ça, donc ne pas être dépendant d'un territoire au détriment d'un autre. Deuxièmement, il faut savoir qu'au niveau des 48 wilayas, il y a des schémas directeurs d'aménagement touristique qui sont en train de se réaliser. Nous en avons réceptionné 3, les autres sont en cours de réalisation. En quoi consistent ces schémas directeurs? À nous dire comment mettre en tourisme tel ou tel wilaya, sachant que je ne mets pas en tourisme la wilaya de Biskra, comme je mettrai en tourisme la wilaya de Doran. Oui. Chaque wilaya ayant ses spécificités, donc il nous appartient de mettre en tourisme telle ou telle wilaya en respectant les spécificités naturelles, mais aussi et surtout les spécificités sociologiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie étant un pays continent, nous avons des cultures, nous avons des paysages, nous avons des traditions, des us, des coutumes à respecter et à prendre en considération dans le fait touristique. Donc aujourd'hui, on va s'éloigner, peut-être on en parlait tout à l'heure en off, on va s'éloigner peut-être des constructions des tours ou essayer d'aller vers les petites maisonnettes ou... Nous n'en avons vraiment pas besoin. L'Algérie n'a pas besoin de tours pour développer son tourisme. L'Algérie est un pays
où le tourisme est immanent, où la richesse est immanente. Nous n'avons pas besoin de copier les modèles faits ça et là pour développer notre industrie touristique. En Algérie, nous devons l'adapter. L'adapter. Et l'adapter à qui? L'adapter à la demande. Et tout le monde sait qu'en Algérie, la famille algérienne est avide de voyages et de découvertes. Donc nous devons garantir à la famille algérienne les structures d'accueil qui correspondent à ses attentes, qui correspondent à ses aspirations. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pouvez imaginer, je vous pose la question comme ça, est-ce qu'on peut imaginer au niveau d'une plage vierge, comme il en existe à Aouana ou à Djidjel ou à Skikda ou à Taraf ou à Tlemcen, un hôtel 8 ou 9 étages? Non. Non. Moi, je dis non. Ce n'est pas attirant. Ce n'est pas attirant, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas. Il faudra qu'on s'ingénie, il faudra qu'on s'attelle à injecter des structures d'accueil qui s'intègrent, qui adhèrent à l'environnement. Donc, en harmonie avec la nature. Voilà, merci beaucoup. C'est le mot que je cherchais. C'est des structures d'accueil qui vont s'intégrer harmonieusement avec l'environnement naturel. Et c'est à cette seule condition que nous ferons de l'Algérie cette destination authentique, avec son identité, cette destination que tous les touristes aujourd'hui se disputent. Parce que je vous assure que les touristes au niveau mondial aujourd'hui sont blasés par le tourisme de masse, par le béton, par l'artifice, par le luxe. Un peu trop. Donc ce qu'ils recherchent maintenant, c'est ce dépaysement, c'est cette authenticité, c'est si vous voulez, c'est aller vers un endroit. Vous me rappelez là un investissement que j'ai vu à Ouargla. C'est un investisseur qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a creusé et il a réalisé 25 chambres sous forme de grotte. Ça, c'est un exemple à prendre. Alors, je vous prie de me croire, c'est d'un dépaysement à vous faire perdre le nord. Ça garde la fraîcheur, ça n'a pas besoin de beaucoup d'énergie non plus. Et puis, c'est authentique. Et c'est authentique. Voilà. Et c'est authentique. Alors, on parle de tourisme balnéaire, de tourisme saharien. Nous avons aussi le tourisme du thermalisme qu'il faut aussi développer. Nous avons pour cela des sources dans notre pays. On va tout de suite à Intimouchen, toujours pour visiter Hammam Bouhdjar avec notre journaliste Saïda Mayouf et on revient juste après. C'est dans un cadre des plus propices au repos, à la détente et à la remise en forme que la station thermale de Hammam Bouhdjar offre à ses nombreux visiteurs toutes les commodités indispensables à un séjour agréable et bénéfique. Différentes sortes de bains, douches et massages hydrologiques y sont dispensés conformément aux prescriptions médicales grâce à des installations et à des équipements haut de gamme. Je souffre d'une maladie de colonne vertébrale, des entassements viscales, mais surtout en bas. Alors je suis dans une baignoire où en même temps c'est une jacuzzi. Ça me soulage un peu les muscles, en même temps les os pour ma maladie. Pour l'instant je me sens très bien. Avant je souffrais, je ne peux même pas me lever, même pas me bouger. اللي يدير فيه الثقة والإيمان خص هو يكون صادق مع نفسه يعرف روحه بلي غادي يجي الحمام بوحجر يبرى. Ça, c'est un soin hydrologie. Tout ce qui est arthrose pour les mains ou les pieds. نبدو بلي mains قبل juste مع الكيني نديروا لهم les mouvements sur la main et sur les pieds تخدم الروحة aérobin pendant 10 minutes tel un quart d'heure ونحبسوا l'appareil. D'autres soins, et non des moindres, sont également prodigués aux curistes. Ils bénéficient ainsi de massages à sec, la mécanothérapie, la rééducation fonctionnelle, ainsi que la gymnastique. Les différents soins qu'on prodigue à notre niveau, c'est des soins hydrologiques et des soins à sec. Hydrologiques, à savoir des bains, un bain thermal, un jacuzzi de relaxation, une douche au jet, un massage sous l'eau, une infusion lombaire. Les soins à sec, donc c'est entre kiné et physiothérapie. Tout se passe suite à une consultation médicale avec une prescription et aux agents de suivre les directives des médecins traitants. Actuellement, ce sont des maladies chroniques pour la plupart qui sont traitées dans cette station thermale, devenue depuis 1975 l'un des lieux les plus recherchés par les familles en quête de quiétude, de repos et de bien-être.
Le Petit Vichy, de son nom commun Tiffichy, et au-delà du jardin public de Hammam Bouhadjar, dont la flore est exceptionnelle, est aussi et surtout ce grand rocher d'où jaillit une source d'eau chaude dont l'existence remonte à 1878. Les eaux de cet établissement des soins thermaux sont en majorité de la variété chlorurée sodique. Certaines sont hyperthermales, sortant des griffons jusqu'à atteindre une température de 72 degrés Celsius, alors que d'autres, riches en CO2, atteignent 24 degrés Celsius. Elles sont indiquées pour toutes les maladies traitées par la médecine thermale, notamment la rhumatologie et la dermatologie. Nul doute qu'au fil des siècles, les eaux fossiles de la région de Ain Timouchent n'ont pas été altérées. Bien au contraire, elles ont pu préserver tous leurs bienfaits et propriétés curatives. Et bien voilà, un autre secteur donc à développer et qui pourrait aussi générer de très bonnes retombées économiques pour le pays. Tout de suite, on retrouve la rubrique écologie de Saïda Mayouf. Saïda, bonsoir. Bonsoir Feriel, bonsoir Monsieur le Ministre et bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on reste avec cette question écotouristique et bien sûr allier cela avec la nature et la préservation de l'environnement. Abchar, quelques soucis ont été quand même relevés à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, profitant de la présence de Monsieur le secrétaire d'État chargé du tourisme pour parler d'un côté et de la beauté de Territ et de l'autre côté encore ce cri... l'enchanteresse. Oui, absolument, l'enchanteresse. Ce cri de détresse provenant de Territ. Donc, rappelons à nos téléspectateurs que Territ est situé à 90 km au sud-est de Béchar. Territ, c'est l'invitation au rêve, au dépaysement et à l'évasion. Des paysages dessinés surtout par un océan, on va dire, de dunes de sable magnifiques. Et elle a toujours et de tout temps inspiré les grands poètes, les hommes de lettres. On l'a, et comme vous l'avez souligné, Feriel, décrite et qualifiée d'ensorceleuse et d'enchanteresse. D'ailleurs, dès qu'on parle de Territ, on dit Territ l'enchanteresse. Ah oui. C'est parti, donc ça a traversé les époques. Alors, Territ, c'est surtout ce Ksar séculaire qui a traversé les âges et qui résiste encore pour nous transmettre un riche héritage, un Ksar chargé d'histoire bien entendu. Mais Territ, c'est aussi la Palmeraie, c'est une oasis, c'est vrai que c'est magnifique, on a l'impression que c'est une carte postale. Alors une oasis qui s'étend sur 960 hectares, comme on peut voir d'ailleurs sur les images. Cette oasis contient 120 000 pieds de palmiers dattiers, dont chaque année la moitié entre en production avec un rendement de 6 000 tonnes annuellement. Mais malheureusement, ce patrimoine génétique est sévèrement menacé par le déversement des eaux usées directement dans l'oasis. Alors des eaux usées en provenance des 6 localités avoisinantes, dont Territ. Alors, et l'on sait très bien donc quelles sont les conséquences quand même des eaux usées. D'abord, on s'est rapproché, ce sont des odeurs nauséabondes. Oui. Il y a aussi les risques de maladies, donc surtout les MTH, de maladies à transmission hydrique. Oui. Et il y a l'infiltration de ces eaux donc dans la nappe phréatique et avec toutes les conséquences sur la santé humaine et sur l'environnement. Je ne sais pas, donc il faudrait peut-être une conjugaison d'efforts. Vous me direz peut-être que c'est le secteur hydraulique à prendre en charge, le secteur de l'environnement, mais le secteur touristique l'agriculture est tout aussi concerné. L'agriculture aussi. Et donc le secteur du tourisme est une victime de tout cela. Parce que si ça draine autant de touristes, surtout étrangers, en période de fin d'année, c'est grâce... Ça peut les faire fuir. Hein, c'est grâce à tout ça réuni. Ce n'est pas que le Ksar ou les dunes de sable, mais c'est le tout avec l'oasis. Donc c'est un sérieux problème. Nous l'avons vu l'année dernière quand on est passé pour d'autres reportages. Cette année, pour le criquet pèlerin, nous sommes retournés et malheureusement, le problème subsiste. Il existe depuis 20 années. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'il y a 450 familles qui y vivent et qui vivent de ce produit de la terre, parce qu'il y a aussi des cultures en intercalaire, des cultures maraîchères
Et d'été et d'hiver, vous retrouverez de l'oignon, de l'ail, des céréales en irrigué. Et donc, tout si cela ça peut devait être contaminé. Bah oui, et si ça devait disparaître ou causer des maladies, donc les conséquences seraient encore plus graves. Oui. Si elle a, on va dire en quelque sorte, Tarit a pu échapper au criquet pèlerin, ne serait-ce que pour la saison printanière, mais il faudrait aussi penser à tous les autres secteurs. Il y a aussi les puits, il y a 380 puits qui sont menacés à l'intérieur de l'oasis. Oui. Et donc, le tourisme, oui, mais on aimerait aussi. que ça soit complet. Et donc, moi, quand je regardais, je me disais, c'est bien dommage. C'est tout à fait une victime, le tourisme, de tout cela. Donc, conjuguer les efforts... Pourtant, aujourd'hui, Tarit fait partie des destinations phares du Sud aujourd'hui. Et quand on retrouve ces eaux usées déversées dans l'oasis, cela pourrait freiner grandement l'activité touristique dans la région et les populations locales en souffriraient également. J'imagine que les autorités locales de la wilaya de Tarit sont conscientes de ce problème. Cela fait 20 ans quand même et doivent prendre les mesures qui s'imposent dans les meilleurs délais en vue justement que Tarit puisse rester cette destination phare du tourisme au niveau de Saraya, au niveau donc de la route d'Exour et de la boucle des oasis aussi. Et je ne vous cache pas, Monsieur le ministre Efediel, donc quand on est repassé cette année, j'espérais trouver un chantier de station d'épuration des eaux, de lagunage ou de, mais rien n'a été fait. C'est tel quel, donc espérant qu'elle a le message est passé. Préserver, oui. Voilà. Merci alors aujourd'hui, sur cet aspect. Alors voilà, aujourd'hui donc le tourisme doit prendre conscience aussi de ces aspects-là parce qu'il doit aussi gérer les ressources en eau. Les activités touristiques consomment aussi énormément d'eau si on devait les développer. Et pourtant nous sommes aujourd'hui dans un pays qui souffre de stress hydrique, même si nous avons encore du potentiel à ce niveau-là. Il faudrait peut-être penser à une gestion à long terme aujourd'hui, parce qu'il y a les piscines assurées à côté. Les touristes généralement consomment davantage d'eau pendant les vacances que pendant la vie de tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, cela aussi est pris en compte dans les futurs investissements? Bien sûr, l'écotourisme justement, et ce tourisme qui prend en considération qui prend en considération tout ce qui concerne l'environnement et la nature, l'eau. Donc les énergies, le côté hydraulique, tout ça est pris en considération. C'est quoi l'écotourisme? C'est ce tourisme respectueux de la nature, de ses ressources et de l'environnement. C'est ce tourisme qui utilise avec beaucoup de rationalité donc les ressources naturelles. Parce que, vous l'avez dit, le tourisme est une source de ressources, mais encore faut-il préserver la source d'eau, la source mère, bien sûr, pour que le tourisme puisse donc devenir cette industrie créatrice de richesse, créatrice d'emplois, mais qui préserve cet environnement parce qu'il n'est pas normal. Il n'est justement pas normal qu'un investissement touristique, par exemple, vienne tuer l'écosystème grâce auquel il est arrivé. Parce que je vous donne un exemple. Une belle plage, une belle oasis va drainer des investisseurs. Donc si l'investisseur vient, c'est grâce à l'appel de cette plage, de cette oasis. Il ne faut pas que l'investisseur vienne tuer le site grâce auquel il est venu. Mais aujourd'hui, on assiste aussi, peut-être pas de grands hôtels, mais si peut-être aussi de certains sites touristiques. On en parlait du sud pour les eaux usées, mais malheureusement, certains hôtels déversent leurs eaux usées dans la mer. Ah, là, c'est des odeurs nauséabondes, c'est toxique. On a Bousmaïl, on l'a vu, Nous lutterons en coordination avec le ministère de l'Environnement, en charge de l'environnement, nous lutterons contre ces pratiques, mais alors là, de façon impitoyable. Personne n'a le droit de polluer l'environnement de tous. Non, je vous promets que le gouvernement lutte contre ces pratiques. Parce que qui dit nouvelle installation de zone touristique, ça apporte forcément de nouveaux polluants. Bien sûr. Et il faudrait peut-être contrôler davantage tous ces sites-là. Et c'est pour cela que nous œuvrons à aller vers l'éco-investissement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de relation avec ce que nous sommes en train de dire. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup d'investissements utilisent ce qu'on appelle le mur rideau, les façades vitrées. Oui, on arrive. Moi, je dis que c'est une pratique qui est en train de copier-coller que sont en train de faire certains bureaux d'études, mais je dirais que est-ce que ces murs rideaux en façade vitrée sont vraiment opportuns pour la destination Algérie avec l'effet de serre que cela comporte, donc la surconsommation d'énergie électrique, sachant que nous sommes en train d'élaborer un plan d'utilisation rationnelle de l'énergie. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire à ce niveau,
par rapport aux investisseurs, toutes catégories confondues, leur dire, écoutez monsieur, il faudra à l'avance, à l'état de projet, lorsque votre structure est encore sur papier, à l'avance, il faudra penser à l'aboutissement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette l'État devant le fait accompli, il ne faut pas qu'on se mette déjà soi-même en tant qu'investisseur devant le fait accompli, il faut qu'on soit tout simplement rationnel. Alors, je vous donne un autre exemple, madame, qui me vient à l'esprit, la fameuse carte magnétique qu'on utilise pour ouvrir les chambres. Oui. Beaucoup de gens mettent cette carte sur le compte de Dulux. Non. C'est une carte écologique. Pourquoi? Parce que cette carte contrôle toute la consommation électrique de la chambre. Alors le client, à partir du moment où il sort de sa chambre et qu'il enlève la carte, c'est toute la consommation qui s'arrête. Est-ce que vous voyez que là, il y a un acte écologique extraordinaire que les investisseurs doivent prendre en considération? Cette carte n'est pas là pour faire luxueux, pour faire confort. Cette carte est là pour gérer rationnellement l'énergie et donc pour s'inscrire dans une dynamique écotouristique et on n'a pas le choix que de nous y inscrire. Alors, Saïda. Je voulais réagir tout à l'heure quand Monsieur le ministre a évoqué les grandes façades en vitrées. Oui. Et ben, aux États-Unis d'Amérique, certains sont en train, dans certaines localités, on est en train de les enlever parce que ça constituait des leurres pour les oiseaux. Et donc, quand ils arrivaient, surtout les oiseaux migrateurs, et donc ils ne voyaient pas du tout ce verre et la plupart, on les retrouvait le matin à pigeoncher le sol. Donc, c'est déjà autre chose. Vous ajoutez de l'eau à mon moulin. Voilà, arriver à penser aussi aux oiseaux, c'est pas mal quand même. Je ne pense pas qu'on en est là aujourd'hui. Et sachez aussi, puisque vous m'avez rappelé sachez qu'il y a aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des murs rideaux en façade vitrée photovoltaïques. Ça existe maintenant au niveau mondial. La même chose que ce que nous voyons ça et là, mais c'est du photovoltaïque, donc c'est des murs rideaux qui vont garder, si vous voulez, l'aspect architectural qui est voulu par son concepteur, mais qui donnent et produisent de l'énergie électrique. Vous comprenez que... Alors, vous me tendez aussi la perche puisque vous parlez de ces façades vitrées et que vous dites qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être aller vers les chalets et essayer de coller aux populations locales. Est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est une question peut-être toute bête, penser aussi à l'harmonie des couleurs? Parce qu'aujourd'hui, on retrouve un peu de tout et c'est pas forcément joli et beau à voir. Est-ce qu'on pense aussi à intégrer cette notion-là dans le secteur touristique? Vous aussi, vous me tendez une perche là, parce que vous me faites penser à un projet touristique très joli, qui utilise ce qu'on appelle le béton projeté. Le béton projeté, c'est une nouvelle forme architecturale qui consiste à éviter donc, le béton classique, à utiliser donc, du BTS, du béton à base de terre. Donc c'est une formule qui nous permet de donner à l'architecture de notre projet la forme, les courbes que nous voulons, les couleurs que nous voulons. Et donc c'est une formule qui permet à son concepteur de s'intégrer harmonieusement au site dans lequel il évolue. Et c'est justement, je crois, de très bon augure, parce que je suis d'accord avec vous, madame, je suis vraiment d'accord avec vous, l'investissement ne doit pas altérer, ne doit pas défigurer, ne doit pas être une fausse note. Un bon investissement, c'est quoi? C'est un investissement qui passe inaperçu dans un site dit. Donc, il ne faut pas que l'investissement soit la fausse note. C'est aussi simple que ça. Et nous allons militer, nous allons œuvrer pour que, parce que comme je l'ai dit au tout début de l'émission, notre parc hôtelier est encore à construire. Eh ben, autant le construire en respectant donc les normes écologiques. Alors vous faites bien de parler de ces nouvelles constructions, de ces nouveaux investissements. Il y en a ça et là, et Saïda, vous en avez visité un récemment aussi, toujours à l'ouest du pays. Il était en forme circulaire cette fois-ci. Pour changer. C'était des bungalows, une centaine de bungalows en forme circulaire, avec un toit en coupole. Alors on se croirait dans la ville des mille et une coupoles Eloued. C'est magnifique. Alors vous avez la montagne derrière, l'eau tout à fait tout près. C'est tout près de la plage Sbeat. Voilà. On les découvre d'ailleurs dans votre sujet. Implanté dans la zone d'expansion touristique de Bouzedjar, dans la daïra d'Al-Amiriya, et s'étalant sur une superficie de 20 hectares, le premier village touristique prend forme après avoir accusé un retard dans sa réalisation.
Premier du genre au niveau national, son architecture très spécifique ne laisse pas indifférent. Les matériaux de construction utilisés répondent parfaitement aux normes écologiques. On a recherché pour cette architecture, on a trouvé un matériau qui est 100% algérien, qui est le panneau E3D. Ce matériau, le panneau E3D qui est composé du treillis à souder, donc c'est des fils d'armature qui sont très minces, et du polystyrène. Le polystyrène, on a besoin puisqu'on fait des projections de béton sur cette armature. Et le polystyrène nous permet, c'est un coffrage perdu. Et en même temps, il joue le rôle d'isolant. Donc, finalement, la construction de ce panneau nous permet une résistance et une solidité dans la réalisation. Donc, elle est même antisismique. Ce site, situé à quelques encablures de la Grande Bleue d'Osbehet, comporte plus d'une centaine de bungalows, tous sous forme de coupoles et d'arcades. Une touche unique, l'aspect circulaire. L'homogénéité des lieux procure un parfait bien-être aux occupants. Inspirée d'un modèle suisse, cette architecture se distingue parfaitement de toutes celles déjà connues. L'idée de réaliser avec ce type d'architecture, il est venu depuis 1990, quand j'ai fait l'école du maître Daniel Gratalou, qui a mis au point et qui a conçu cette architecture tout en courbe, suite à, comme il dit toujours, c'est pas normal, la nature elle est faite que des courbes et l'être humain ne décrit que des courbes par sa circulation et sa gestuelle. Donc autant on ne peut que choisir une architecture qui peut convenir à la nature, à l'environnement et à l'être humain pour mieux l'habiter. Alors donc, quand l'idée est venue, donc cette architecture, c'était pour moi une innovation et surtout pour le secteur du tourisme, on veut toujours dépayser. Les structures vitales d'accompagnement et de distraction destinées aux futurs clients sont au rendez-vous, le tout pour apporter ce confort et cet apaisement tant recherché par l'estivant. Elle respecte bien l'environnement puisqu'elle épouse formidablement. Même ici, comme vous avez vu, dans un jardin, on a pu éviter tous les arbres. Et puis par sa forme, n'est pas une forme géométrique qui vient agresser la nature, ni le paysage, ni l'environnement. Au contraire, elle l'épouse formidablement. De père en fils, l'amour de la géométrie et l'art architectural se transmettent jusqu'au dernier petit détail. L'épris des maisons rondes tient à inculquer son savoir-faire à son fils pour la pérennité des lieux. Tel des champignons sortis de terre, ce merveilleux site touristique protégé par la montagne conditionne à la perfection la température à l'intérieur des maisons grâce au toit en coupole. Et bien voilà, donc on parlait de cet investissement où l'investisseur a essayé d'épouser les formes de la nature, comme on le disait juste à l'instant, Monsieur le Ministre. Oui, c'est un investissement que j'ai eu donc la chance de superviser. Et c'est l'œuvre d'un architecte franco-suisse, le professeur Daniel Gratalou. C'est un investissement extrêmement important parce qu'il s'inscrit dans une dynamique écologique, mais aussi dans une dynamique sociologique. Son concepteur, le professeur Daniel Gratalou, a fait une étude de sociologique, donc il a même mis de la chaux un peu partout, et il a demandé aux gens d'évoluer, et si vous voulez, il a reproduit les courbes, il a reproduit les mouvements. Donc c'est un investissement extrêmement valorisant profond. pour la nature aussi. Absolument, valorisant pour la nature et pour l'homme. C'est très important parce que quand on parle d'écotourisme, justement, c'est quoi cet écotourisme? C'est le respect des écosystèmes, mais aussi et surtout le respect des populations locales. Oui, effectivement. C'est très important parce que nous n'avons pas... Alors un touriste qui va à destination d'une zone de montagne, il doit respecter non seulement l'écosystème,
de montagne, mais respecter les habitudes, les traditions, les us, les coutumes des populations locales. Il ne faut pas qu'ils viennent imposer sa culture aux autochtones. Parce que maintenant, d'ailleurs, au niveau mondial, on ne parle plus de voyage. On ne dit plus « je vais voyager en Algérie ». On dit « je vais vivre une expérience ». Donc le concept de tourisme a radicalement changé. Maintenant, on vit des expériences, on ne voyage plus. Alors, quand je vis une expérience, ça veut dire que je dois vivre comme vivraient les autochtones. Et à mon retour, je vais partager mon expérience avec tous les habitants du monde à travers les réseaux sociaux dont vous parliez tout à l'heure, madame, à travers le net, à travers... Donc déjà, le concept du tourisme au niveau mondial est en train de changer, mais de façon radicale. Et moi, je dirais, c'est une très belle chose que d'avoir des projets comme celui que vous avez évoqué, parce que c'est de très bon augure pour le secteur. Alors, vous dites aussi, peut-être qu'on va parler d'un autre secteur qui est aussi en relation avec le vôtre, c'est, vous dites qu'il faut intégrer les populations locales, qu'elles se sentent aussi intégrées à ce projet-là, qu'elles ne se sentent pas étrangères. Il faudrait aussi peut-être développer l'artisanat local. Aujourd'hui, on est en manque aussi dans ce domaine-là. On retrouve peut-être quelques produits, mais alors qu'on a des richesses dans les régions qu'on ne développe pas suffisamment. Absolument. Bon, l'artisanat local se développera à partir du moment où il y aura un flux à destination de ces zones rurales, de ces zones de montagne, de ces zones climatiques. À partir du moment où il y aura le flux, donc la nécessité économique, entre guillemets, se fera sentir, et le besoin. Et c'est à cela qu'œuvre. Et pour cela qu'œuvre le gouvernement algérien. C'est justement, donc, si vous voulez, injecter des activités touristiques un peu partout à travers notre pays, sans, encore une fois, parce que l'émission porte son nom, univers, sans altérer l'écosystème et en vue de donner aux populations locales des moyens supplémentaires, donc une plus-value économique. Alors, on dit développement, oui, Saïda. D'artisanat, dans la wilaya de Ain Timouchent, nous avions visité donc, une exposition d'objets d'artisanat et j'étais agréablement surprise de retrouver de la récupération de papier. Il y avait une femme qui en fabriquait donc, des veilleuses, des boîtes et elle était tout à fait consciente de l'écotourisme et de son impact sur l'environnement. Et elle me disait, je compte développer justement, c'est une toute jeune fille. Voilà. Oui, j'étais vraiment... Ça, c'est un geste éco-citoyen aussi. Moi, j'ai vu, c'était à quelle wilaya déjà, à Chlef. J'ai vu à Chlef donc des artisans réutiliser les bouteilles en plastique pour faire des produits artisanaux. Et c'est de très bon augure. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'une bouteille de plastique met un siècle jusqu'à 10 siècles pour se dégrader, on se rend compte que la bouteille que je vais jeter maintenant risque d'être récupérée par mon arrière-petit-fils qui maudira celui qui a eu ce geste malheureux. Donc il faudra qu'on s'inscrive dans cette... Il faudra qu'on sache à titre d'exemple aussi qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. Un mégot met entre 1 an et 2 ans pour se dégrader. Alors je crois que beaucoup de travail doit être fait. Mais le geste éco-citoyen aussi est important aujourd'hui. C'est vital, c'est vital. Alors je disais tout à l'heure, donc autre phénomène aussi qui pourrait altérer l'environnement avec le développement du secteur touristique, c'est la déforestation. Aujourd'hui, pour développer une zone touristique, on a besoin aussi de raser peut-être certaines forêts. Comment éviter cela? Surtout pas. Surtout pas, parce que on dit que les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. Il ne faudra pas que cela s'exécute. Non, non. Justement, là, beaucoup de gens ne savent pas interpréter la stratégie qui gère le secteur touristique. Nous, quand on utilise les zones agricoles, nous ne déshabillons pas l'agriculture pour habiller le tourisme. C'est faux. Nous utilisons l'agriculture dans le tourisme, ça s'appelle l'agrotourisme. Nous utilisons les forêts dans le tourisme, nous ne déracinerons aucun arbre. Alors aujourd'hui, c'est très important. Nous ne déracinerons aucun arbre. Nous nous inscrirons dans la forêt en utilisant des matériaux légers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne vont ni altérer l'écosystème, donc les arbres, ni altérer les populations. Nous nous inscrirons dans l'écosystème qui va abriter et recevoir le projet touristique. Nous lutterons, mais alors là, avec toute la véhémence du monde, contre tout ce qui pourrait porter atteinte aux forêts ou aux terres agricoles. Et c'est la principale
principale déjà orientation de Monsieur le Président de la République. D'accord. Donc aujourd'hui, un promoteur touristique, ou un investisseur du moins, doit avoir certaines règles à respecter. Est-ce que, comme vous dites, le contrôle sera appliqué? Oui. C'est en fait ce qui manque aujourd'hui. On voit un petit peu des petits bungalows, des investisseurs qui s'implantent un petit peu partout dans le pays, mais est-ce que le contrôle y est? Est-ce qu'on suit? Est-ce que les zones sont déjà répertoriées? Est-ce qu'on connaît le besoin de la région spécifique à l'avance? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut à l'avance? Ou est-ce que par manque aussi d'investisseurs, on accepte aujourd'hui que l'on abîme ou que l'on détériore un petit peu le site? Très pertinente, votre question est très pertinente. Je vous ai parlé tout à l'heure des schémas directeurs d'aménagement touristique de Wilaya qui sont en cours de réalisation et qui vont justement nous dire comment mettre en tourisme telle ou telle wilaya, quel type d'investissement touristique, de quel type d'investissement touristique on a besoin, parce que, et vous avez très bien fait de me poser la question, parce que le problème est que très souvent on confond entre le tourisme et l'hôtellerie. Le tourisme n'est pas l'hôtellerie. L'hôtellerie est un moyen, mais ce n'est pas une fin. La fin, c'est relancer l'industrie touristique. Et pour cela, on a besoin d'hôtels, on a besoin de restaurants, on a besoin de musées, on a besoin de circuits touristiques. Donc l'hôtel est un moyen. À charge pour nous de faire de sorte que ce moyen puisse servir réellement à réaliser la fin. Moi, je suis en train de vous dire que nous devons encourager les projets adaptés. Adaptés. Et pour qu'un projet soit adapté, il faut qu'il fasse l'objet en amont d'une étude de marché. Il faut que je sache à qui je destine mon projet. Et comme ça, je vais éviter ce qui s'est passé par le passé, ces problèmes de structure d'accueil qui souffrent, qui pâtissent de la saisonnalité, qui ne travaillent que 2 mois par an. Oui. Parce qu'en amont, le concepteur, le propriétaire n'a pas pensé à injecter à l'intérieur de sa structure ce qui fera tourner cette structure en saison basse. À titre d'exemple, maintenant nous voyons de plus en plus des projets balnéaires intégrer la thalassothérapie, la balnéothérapie, la conférence, parce qu'ils ont compris qu'à partir du 1er octobre, lorsque le touriste ne viendra plus pour se baigner, il faudra l'intéresser par d'autres produits. Alors, pour rester sur la bande côtière, aujourd'hui, nous manquons en Algérie de complexes touristiques dignes de ce nom. Nous n'avons pas de village de vacances ou de complexes carrément. Nous avons peut-être, comme vous dites, le tourisme hôtelier, mais nous n'avons pas ce tourisme que tout le monde recherche aujourd'hui et que l'on retrouve dans d'autres pays. Bon, écoutez, oui et non. Pensons-nous à le développer ou est-ce qu'on veut aller vers autre chose? Oui et non. Alors d'abord, nous manquons de complexes. Effectivement, nous n'avons pas beaucoup de villages de vacances. Et maintenant, nous parlons d'éco-villages, comme j'ai dit tout à l'heure, d'éco-complexes. Parce qu'il ne faut pas aussi, permettez-moi le jeu de mots, il ne faut pas qu'on soit complexé par le complexe aussi. Oui, j'aime bien. C'est vrai, parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas le droit de copier ce qui s'est fait ailleurs et d'essayer de le coller coûte que coûte à l'Algérie, parce que ça risque de ne pas marcher. Il faudra qu'on puisse injecter des structures d'accueil complexes, villages, gîtes, hôtels, qui soient adaptés à la demande. Et en Algérie, la demande, elle est claire, c'est la famille. Nous avons fait donc des sondages ça et là, c'est la famille. Tout récemment, j'étais à Béjaïa et on m'a fait une présentation dans laquelle on m'a évoqué un sondage qui a été fait par les autorités locales et qui a montré que les familles préfèrent aller louer des appartements chez les privés plutôt que d'aller aux hôtels, en dépit du fait que les appartements soient plus chers que les hôtels, parce que l'appartement répond à leurs demandes, alors que l'hôtel ne répond pas. On recrée l'espace familial. Voilà, c'est une question de mentalité, justement, on en parlait tout à l'heure. Et c'est le schéma directeur d'aménagement touristique de Wilaya dont je parlais qui va faire ressortir quels sont les véritables besoins. Et à partir de là, nous allons réaliser les structures d'accueil qui répondraient à ses besoins. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été aujourd'hui avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot peut-être avant de clore cette émission, un message peut-être à passer pour développer cette éco-citoyenneté ou cet écotourisme. D'abord, je dois vous dire que je suis extrêmement fier de cette émission. Je vous félicite pour cette émission Univers parce que nous en avons fortement besoin. Nous en avons grandement besoin de communiquer voilà, sur cet aspect, sur l'écotourisme, sur ce qui a été évoqué par Madame Atarit, de mettre la lumière sur les insuffisances, sur les carences. C'est une émission formidable. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, maintenant, tout le monde sait que le tourisme étant un secteur d'avenir pour l'Algérie, il faudra que nous nous évertuions, c'est très important, il faudra que nous nous évertuions donc à monter une industrie
touristique pérenne, durable. Durable, très c'est le important. terme. Parce qu'il ne sert à rien de gagner la Lune si l'on vient à perdre la Terre. Et je vous remercie. Très bien, merci Monsieur le Ministre d'avoir terminé sur ces paroles. Saïda Mayouf, merci d'avoir été avec nous également. Nous arrivons à la fin de notre émission et de la saison aussi. Cela a été un véritable plaisir pour nous de vous accompagner tout au long de ces émissions d'Univers. Je tiens à remercier vous d'abord, chers téléspectateurs, de nous avoir été fidèles, mais également tous nos invités qui ont accepté nos invitations et d'avoir été avec nous aujourd'hui pour vous éclairer. Je remercie également le staff qui a contribué de près ou de loin à la réalisation de cette émission. Je commencerai par notre rédactrice en chef Fatiha Benissad, notre réalisatrice Rafira Amran, notre script Nsrine Selmi et nos journalistes Saïda Mayouf qui est avec nous, Nsrine Ben Saidi, Farah Tibouche qui était avec nous au début de l'émission. Et puis bien sûr je remercie les caméramans qui sont ici sur le plateau et toute l'équipe de la régie qui fait tourner cette émission. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous rappelle que vous pourrez nous écrire sur notre adresse email universuni-du6vers@untv.dz. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Et je vous le dis encore une fois, un petit geste éco-citoyen ne fait de mal à personne. Bonsoir. Dans le cadre de la célébration